en Ukraine alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues jeudi pour protester contre la destitution du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov par Volodymyr Zelensky. Ce dernier a publiquement affirmé que son conflit avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Oleksandr Syrskyi avait joué un rôle dans son éviction. Selon le ministre sortant, le président ukrainien aurait été contraint de choisir entre les deux hommes. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. І в цьому є велика проблема. Mikhailo Fedorov a contribué à moderniser l'armée ukrainienne en misant sur l'innovation technologique, notamment à travers le développement des drones et une approche plus décentralisée du commandement. Le différend qu'il oppose au commandant en chef des forces armées de notoriété publique en Ukraine est souvent présenté comme un choc générationnel entre un jeune réformateur adepte de nouvelles technologies et un commandant militaire plus conventionnel. Par ailleurs, le Parlement ukrainien a nommé l'ancien directeur général de Naftogaz, Saraï Koretsky, au poste de Premier ministre dans le cadre du remaniement ministériel engagé par Volodymyr Zelensky. Avec ces récentes avancées, qui ont visé des navires et des infrastructures énergétiques russes, l'Ukraine se trouve désormais en position de force dans le conflit qui l'oppose à la Russie depuis 2022. C'est ce quaffirme le commissaire européen chargé de la défense dans une interview accordée à Euronews. Such kind of development should be a clear argument for Putin and his surrounding that he is not able to achieve any significant development in his war aims. And that is the moment when real negotiations on just peace should start. Concernant la défense européenne, le commissaire dit regretter le revirement de certains pays qui semblent remettre en question leurs engagements initiaux liés au financement du programme de prêt de 150 milliards d'euros de l'UE en faveur de la défense connu sous le nom de SAFE. Un choix que certains justifient par des contraintes budgétaires qui leur sont propres. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un accord visant à fournir des drones à Kiev lors d'une visite dans la capitale ukrainienne cette semaine. Les applications du réseau social russe VK et de l'application nationale de messagerie Max ont disparu du Google Play Store. La décision du géant américain de la technologie fait suite à une mesure similaire prise par Apple qui avait retiré ses applications développées en Russie de sa boutique en juin. Aucune de ces deux entreprises américaines n'a officiellement commenté ces mesures, mais leurs filiales européennes sont tenues de se conformer à la réglementation de l'Union. Le 13 juillet, l'UE a ajouté la holding russe VK et sa société d'investissement affiliée Communication Platform, qui a développé Max, à ses listes de sanctions. L'application Max est sous le contrôle du FSB, indique un communiqué officiel du Conseil européen expliquant les sanctions. Celles-ci auraient été utilisées pour mener des mesures répressives à l'encontre d'utilisateurs critiquant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ou publiant d'autres contenus interdits par les autorités. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les autorités russes ont bloqué l'accès à plusieurs applications populaires telles que WhatsApp, Instagram et Facebook. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont livré une évaluation particulièrement sévère du rôle géostratégique de la Chine, estimant que Pékin tire de sa puissance économique et technologique des avantages asymétriques qui en font un défi stratégique critique à long terme pour l'Union. Les relations entre Bruxelles et Pékin se sont nettement détériorées ces derniers mois. L'UE s'est donné jusqu'en octobre pour tenter de rééquilibrer ses échanges commerciaux avec la Chine par la voie du dialogue, alors que les surcapacités industrielles chinoises sont perçues comme une menace croissante pour plusieurs secteurs clés de l'économie européenne. Dans le même temps, chaque initiative européenne visant à mieux protéger son marché a provoqué des menaces de représailles de la part de Pékin. La Chine dispose d'un puissant moyen de pression sur l'Union par son contrôle des approvisionnements en terres rares, indispensables à l'industrie de défense du bloc et aux technologies vertes. Les ministres ont par ailleurs désigné la Chine comme un acteur clé de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Selon eux, Pékin et Moscou cherchent à établir une domination régionale et à remodeler l'ordre mondial en fonction de leurs intérêts, en favorisant le retour à une logique de sphère d'influence.
Le Premier ministre Péter Magyar a appris qu'une enquête avait été ouverte à l'encontre de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, concernant ses liens avec la Russie. Interrogé lors d'un point presse, il a rappelé qu'il avait accusé son prédécesseur d'avoir agi de concert avec Moscou, ce qu'il qualifiait alors d'acte de trahison. Cette affaire intervient après l'annonce de l'entrée de Péter Szijjártó au conseil d'administration du constructeur chinois BYD, une décision qui, selon le Premier ministre, soulève des soupçons de corruption. Bizonyosan nem történik, és nem is történhet, föl nem, hogyha magát valaki nemzeti hazafi politikusnak tartja, hogy egy olyan nemzetközi globális multicéghez megy el, amelynek a támogatását ő lobbizta ki, az ő aláírása szerepel ott ezeken a 100 milliárdos tájékoztató dokumentumokon. Ez felveti nem csak az erkölcsi, hanem a jogi felelősséget is, és én biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt vizsgálni fogják. Péter Magyar veut renforcer les règles imposées aux responsables publics sur le modèle des clauses empêchant certains salariés de rejoindre des entreprises concurrentes. Selon l'expert en politique étrangère István Szent-Iványi, le passage de Péter Szijjártó chez BYD pose un problème qui dépasse le seul risque de corruption. Van ezen túl egy nemzetbiztonsági kockázat is. Tudjuk, hogy Szijjártó Péter volt az információs hivatal felügyelője, ez ugye a magyar külső hírszerzés. Ez a rendkívül értékes információs adatbázissal rendelkezik az Európai Unió és a NATO belső ügyeiről, és ez nagyon értékes lehet a kínaiak számára. Kínában a nemzetbiztonsági törvény előírja, hogy a nagyvállalatok kötelezően, szorosan együttműködnek a kínai titkosszolgálatokkal, tehát ha bekerül oda Szijjártó, akkor ez az együttműködési kötelezettség őt is érinteni fogja. Il n'existe pas de chiffre officiel sur l'ampleur du soutien dont BYD a bénéficié de la part du précédent gouvernement. Péter Magyar a déclaré que l'entreprise chinoise avait reçu environ 800 millions d'euros d'aide, ce qui inclut des projets d'infrastructure et d'énergie menés par le gouvernement hongrois. Une victoire symbolique pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et une lueur d'espoir pour le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont. La Cour de justice de l'Union européenne a largement validé la loi d'amnistie espagnole, jugeant le texte compatible avec la protection des intérêts financiers de l'UE et avec la directive européenne relative à la lutte contre le terrorisme. Adoptée en 2023, cette loi constituait la principale condition posée par les partis indépendantistes catalans pour soutenir l'investiture de Pedro Sánchez à l'issue des élections législatives qui n'avaient dégagé aucune majorité claire. Siempre dijimos desde el gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. Le parti indépendantiste Ensemble pour la Catalogne a salué une grande victoire. Nosaltres considerem que avui és un dia transcendent. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Poursuivi pour détournement de fonds dans le cadre de l'organisation du référendum d'indépendance de 2017, Carles Puigdemont, qui vit depuis en exil volontaire en Belgique, reste toutefois visé par un mandat d'arrêt en Espagne. Le tribunal constitutionnel examine actuellement son recours d'amparo, qui pourrait lui permettre de bénéficier de la loi et à terme de rentrer librement dans le pays. « 12 ans de prison pour Giovanni Castellucci, ancien directeur général d'Autostrade per l'Italia. Tel est le jugement rendu jeudi en première instance par le tribunal de Gênes, près de 8 ans après la catastrophe du pont Morandi, dont l'effondrement le 14 août 2018 avait coûté la vie à 43 personnes et contraint 556 autres à quitter leur logement. Plusieurs autres anciens dirigeants d'Autostrade ont également été condamnés à des peines allant de 11 à 5 ans d'emprisonnement. Selon l'accusation, l'effondrement est le résultat d'une stratégie de la direction d'Autostrade visant à réduire les coûts de maintenance afin d'accroître les bénéfices. La responsabilité du ministre des Infrastructures a également été pointée. Celui-ci n'aurait pas procédé aux inspections nécessaires. L'avocat de Giovanni Castellucci a annoncé son intention de faire appel, dénonçant un verdict profondément vicié. De son côté, le procureur de Gênes a estimé que les arguments de l'accusation avaient été largement confirmés.
indiquant que la question de la circonstance aggravante liée à la violation des règles de sécurité au travail restait un point central. La circonstance aggravante pour homicide involontaire par accident de la circulation a, elle, bien été confirmée. Giovanni Castellucci purge déjà une peine définitive de 6 ans de prison pour la catastrophe du viaduc de Monteforte-Irpino. Le 28 juillet 2013, un autocar de tourisme avait quitté la chaussée avant de chuter dans le vide en raison d'une défaillance des freins et de glissières de sécurité défectueuses, provoquant la mort de 40 personnes. Alors que l'Europe est en proie à une canicule, plusieurs régions de Russie sont frappées par des pluies torrentielles et des vents violents. Dans l'Oural, une violente tempête abat des arbres et inonde les rues. Dans la région de Sverdlovsk, l'eau envahit plus de 440 habitations. Les habitants sont évacués vers des abris temporaires, indique le ministère russe des situations d'urgence. À Ekaterinbourg, les rues se sont transformées en rivières en quelques secondes. Des vents violents ont arraché les toits des maisons, brisé les fenêtres et les balcons et déraciné des arbres. En raison de ces intempéries, 49 feux de signalisation sont hors service. Dans la région de la Kama, des wagons d'un train de marchandises ont déraillé. De fortes pluies ont emporté une partie du remblai ferroviaire. Aucune victime n'est à déplorer. Plusieurs localités de cette région, autour de la ville de Perm, ont été inondées. Des pluies torrentielles ont également provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la station balnéaire de Sochi, dans le sud du pays. La rivière Bzougou, qui traverse la ville, est sortie de son lit, inondant des zones résidentielles. Des habitants publient sur les réseaux sociaux des images des rues recouvertes de boue et de débris. Un glissement de terrain a totalement coupé la circulation dans un quartier.